Bonsoir à tous et bienvenue dans Smart Bourse. Smart Bourse, votre rendez-vous bourse 2 fois par jour en direct sur Bismart à 12h30. Tout d'abord, une demi-heure pour décrypter les actualités et la tendance à la mi-journée sur les marchés financiers avant la grande édition du soir à 17h. 1 heure pour revenir sur les enjeux de marché, les enjeux économiques également et évidemment la tendance sur les marchés financiers. Au sommaire de cette édition, Ursula von der Leyen s'est exprimée cet après-midi à propos d'un nouveau package de sanctions contre la Russie proposée par la Commission européenne. Une proposition qui arrive avant une réunion qui doit se tenir demain sur le sujet, alors que les États-Unis ont déjà interdit de leur côté les paiements en coupons de dettes russes en dollars via des comptes détenus dans des banques américaines. En substance, la Commission européenne propose une interdiction d'importer du charbon russe sur le sol européen, mais aussi une interdiction de circulation des navires et camions russes sur le sol européen toujours, une interdiction des transactions sur le sol européen en ce qui concerne les 4 grandes banques russes, une interdiction d'importer un certain nombre de produits russes ou d'exporter vers la Russie des produits technologiques et enfin une interdiction pour tous les acteurs européens de détenir des participations ou d'apporter un soutien financier à des entreprises russes. Par ailleurs, la Commission européenne concède également réfléchir à des sanctions sur le pétrole. Quel peut être l'impact de ces sanctions sur l'économie européenne et sur la croissance? C'est une des questions que nous poserons à nos invités. Mais nous regarderons également les PMI dans Planète Marché dans un instant. Les PMI dans le secteur des services au sein de la zone euro témoignent de réalités différentes et de réactions différentes des grandes économies de la zone euro face au conflit sur le sol ukrainien. La France et l'Allemagne ont vu l'activité dans le secteur des services notamment progresser au mois de mars, tandis que l'Espagne ou l'Italie ont vu cette même activité freiner fortement en lien avec les certitudes liées à la guerre en Ukraine. Au global, l'indice PMI IHS S&P Global ressort presque stable au sein de la zone euro pour le secteur des services. Il passe de 55,6 points en février à 55,5 points au mois de mars. Au Royaume-Uni, on regarde rapidement, l'activité dans le secteur des services progresse également pour atteindre son plus haut niveau depuis près d'un an. Des chiffres que nous commenterons également en plateau. Et nous poserons enfin la question dans Planète Marché, mais aussi dans Marché à thème, le dernier quart d'heure de Smart Bourse, de la place de l'ESG dans le contexte actuel, un contexte de guerre sur le sol européen. Un sujet donc que nous décrypterons dans Marché à thème avec Carmine Defranco, responsable de la recherche chez Osiam. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Smart Bourse, c'est parti. Et nous commençons comme d'habitude avec Tendance, mon ami, le résumé complet de l'actualité boursière du jour proposé par Alix Nguyen. Après une ouverture à l'équilibre, le CAC poursuit son repli, même son de cloche pour l'ensemble des places européennes. Wall Street, pour sa part, évolue sans tendance. L'indice parisien se trouve plombé par les secteurs automobiles et bancaires, eux-mêmes impactés par de nouvelles propositions de sanctions à l'égard de la Russie. La Commission européenne soumettra demain aux États membres un vaste et nouveau train de sanctions dont le contenu a déjà été dévoilé. Parmi les mesures proposées, on retient un embargo sur les importations de charbon et caoutchouc ou encore l'interdiction d'exporter des semi-conducteurs et des machines-outils de pointe. Dans le domaine bancaire, les transactions avec 4 banques vont être bloquées, dont VTB et 3 autres établissements déjà écartés du système SWIFT. On relève aussi que la liste des personnalités russes visées par des sanctions européennes devrait s'allonger. Les représentants des 27 doivent se réunir demain à Bruxelles. Donc, il s'agira du 5e train de sanctions européennes depuis le début de l'invasion de l'Ukraine le 24 février. Pour rappel, Washington s'est déjà attelé à accentuer la pression sur Moscou et empêche désormais la Russie d'honorer ses paiements sur sa dette à partir de ses comptes en dollars situés aux États-Unis et l'oblige ainsi à choisir entre payer ses dettes ou soutenir son effort de guerre. On relève aussi que les marchés commencent à prendre la mesure des conséquences des nouvelles en provenance de Chine, telles que les pénuries de pièces détachées. La Chine où de plus en plus de grandes villes sont concernées par des mesures de restriction. Sur le plan des indicateurs, enfin, nous apprenions ce matin que pour la zone euro au mois de mars, l'indice PMI de S&P Global a baissé à 54,9. Si la croissance des entreprises s'y est trouvée stimulée par la réouverture des économies, la flambée des coûts de l'énergie et l'invasion de l'Ukraine par la Russie sont autant de facteurs qui menacent la reprise. Et puis aux États-Unis, l'indice ISM des services américains pour le mois de mars est ressorti proche des attentes à 58,3.
Voilà, et si on regarde la tendance des marchés financiers à 17h05, on constate des marchés financiers qui évoluent dans le rouge. En témoigne le CAC 40 qui perd 1,60% à 6623 points. Et c'est parti pour Planète Marché, une quarantaine de minutes pour décrypter l'actualité financière évidemment, mais aussi politique en lien avec l'économie et les marchés financiers. Avec nous sur le plateau de Smart Bourse pour nous accompagner ce soir, 3 experts. Alain Pitous, Senior Advisor ESG, est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de Smart Bourse. Nous avons le plaisir d'être accompagnés également par Marc Riez. Bonsoir Marc Riez. Bonsoir. Vous êtes directeur général de Vega Investment et nous avons le plaisir d'être accompagnés également par Olivier de Béranger. Bonsoir. Bonsoir Nicolas. Vous êtes directeur général délégué et de la gestion d'actifs à la financière de l'Échiquier. Bon, beaucoup de sujets d'actualité. On va commencer par le sujet le plus brûlant, peut-être avec vous, Olivier de Béranger. Ces sanctions en discussion actuellement au niveau européen. Alors, on imagine que ce sera également en concertation avec les États-Unis, mais vis-à-vis de la Russie. On se posait la question en début de semaine, à savoir notamment hier, que peut faire l'Europe de plus que ce qui n'a pas déjà été fait en matière de sanctions. On se doutait bien que ça aurait un lien avec les importations d'énergie. On se posait la question de savoir si le gaz serait ou non intégré. Apparemment, d'après les propositions de la Commission européenne, il ne serait pas intégré. Mais il y a quand même cette idée de durcir encore les sanctions vis-à-vis de la Russie. Quel impact ça peut avoir ? Alors, au-delà des valeurs, au-delà de la réaction politique vis-à-vis du conflit en Ukraine, d'un point de vue économique sur les économies qui concernent aujourd'hui les marchés financiers dont on parle, à savoir les économies de la zone euro. On peut dire que c'est un peu l'escalade, c'est-à-dire l'escalade des sanctions commerciales continue. On se garde quand même des marges de manœuvre pour l'avenir, pour éventuellement faire des sanctions supplémentaires. Et globalement, les canaux de transmission à l'économie, on les connaît, ils sont au nombre de 4. Le premier, c'est le choc de confiance, ça continue. Le conflit n'est pas réglé. Le second, évidemment, c'est l'augmentation du prix des matières premières. Bien sûr, qui va continuer, puisque... Qui pourrait s'accentuer même avec des sanctions comme celle-là. Plus on interdit d'importer des matières premières en provenance de Russie, plus leur prix va monter. Vous citiez le charbon et le caoutchouc, ça va donc continuer. Il y a également le canal de transmission à travers les canaux financiers, puisqu'il y a 4 nouvelles banques qui sont sanctionnées. Et d'ailleurs, vous aurez remarqué que dans la phase aiguë du conflit, à partir du 24 février, c'est bien le secteur bancaire qui a été le plus sanctionné sur les bourses européennes. On avait un secteur bancaire qui était en hausse de quasiment 15% depuis le début de l'année avant l'invasion en Ukraine, et qui, aujourd'hui, à la clôture de ce soir, est probablement en baisse de plus de 10% depuis le début de l'année. Donc, des canaux de transmission qui sont... continus, qui sont réels et qui, forcément, vont ralentir l'économie européenne. Et je crois que la BCE, lors de sa dernière estimation de croissance, était revenue d'une estimation de 4,2 à 3,7. Je pense que ces 3,7 sont particulièrement optimistes. Si on arrive à dépasser 3, ce sera déjà un très beau score pour la zone euro. Mais alors, justement, ça pose une question que je vais vous poser à tous, mais il y a évidemment la réaction des opinions publiques. Il y a la réaction sur le plan des valeurs, il y a la réaction sur le plan politique. Ce qui nous intéresse aujourd'hui dans cette émission, c'est la viabilité économique de nouvelles sanctions. Est-ce que l'Europe peut se permettre, alors effectivement, la décision politique est sur le point de le faire, mais est-ce que l'Europe peut se permettre de nouvelles sanctions vis-à-vis de la Russie sur le long terme, dans une période qui devait être une période de reprise et où globalement, on comprend que ce ne sera pas le cas sur cette année 2022 ? Le vrai sujet, c'est le gaz. Toutes les autres matières premières sont... pas substituable instantanément, mais pour partie, on peut trouver d'autres sources de sourcing. En revanche, le gaz, vous avez un bon nombre d'entreprises allemandes qui sont branchées directement sur Nord Stream. Si vous coupez Nord Stream, eh bien, il n'y a plus d'énergie dans toutes ces usines de production, et ça concerne quand même un nombre important d'entreprises allemandes. Donc là, je dirais que ce sera la mesure qui aura le plus d'impact sur le PIB européen et sur le PIB allemand. Et je parlais de la révision de la croissance anticipée par la BCE. Vous avez vu que les sages allemands, eux, sont passés d'une estimation de croissance pour l'Allemagne de plus de 4% à moins de 2%. Bien sûr. Et évidemment, c'est la zone qui sera la plus attaquée. Alors que c'est la locomotive économique européenne. Marc Riez, même question sur ces sanctions
sanctions, on se pose toujours la question de la faisabilité au niveau européen d'appliquer des nouvelles sanctions. Il y a une concertation avec les États-Unis, mais c'est pas les mêmes impacts derrière. Ah non, on sent bien que les États-Unis sont beaucoup moins impactés par ça. Alors en Europe, ce qu'il faut dire, c'est que la sanction qui a été annoncée aujourd'hui, la principale, qui est l'interdiction d'importation de charbon, c'est 4 milliards d'euros par an en valeur. Donc ça ne va pas tuer Vladimir Poutine tout de suite, parce que on voit bien que même si on a gelé une partie importante de ses réserves de change, il a encore des voilà. Bien sûr, oui. Donc bon, ça va pas, voilà. Alors sur le charbon effectivement russe, c'est la moitié des importations de charbon européennes. Cela dit, le charbon, ça se transporte. Bon, ce sera effectivement un peu plus cher. Là, on a vu que suite à cette annonce, il a dépassé pour la première fois les 200 euros la tonne. Bon, à 205 euros, donc évidemment c'est devenu voilà. Mais c'est pas une mesure. Je ne dirais pas que c'est une mesurette. D'accord. Mais c'est pas une mesure suffisamment importante pour véritablement avoir des conséquences économiques pour l'Europe, celle-là. Alors après, donc, effectivement, dans les Olivier, deux sens, c'est-à-dire que voilà, à la fois, ça va pas faire grand mal à Vladimir Poutine, et à la fois, ça fera pas grand mal à l'Europe non plus. Ça va faire trembler l'économie européenne. Après, pour ce qui concerne les autres matières premières, je crois que le vrai sujet, c'est est-ce qu'on interdit ou pas le pétrole russe ? Parce que ça, effectivement, ce serait très douloureux pour Vladimir Poutine, mais là, l'impact, effectivement, sur les économies européennes serait beaucoup plus important, puisqu'il y a des simulations très intéressantes qui ont été faites sur le sujet. En gros, à $110 le baril, on a un impact, Olivier le disait tout à l'heure, d'un peu plus d'1% sur la croissance européenne qui était prévue avant, mais bon, ça reste encore des niveaux de croissance, alors est-ce que ce sera 2,6, 2,7, 2,9 ? J'en sais rien, mais en tout cas, ça restera honorable. En revanche, on voit bien qu'il y a une sensibilité exponentielle à une hausse supplémentaire. Déjà à $130 le baril, l'Europe perd presque 1% de plus de croissance, mais surtout si ça monte à $150 le baril, là, vous avez une Allemagne qui tombe en récession carrément. Donc si vous voulez... Alors qu'elle a toujours du gaz, rappelons-le. Alors qu'elle a toujours du gaz. Donc là, si vous voulez, le sujet, c'est ce pétrole. Parce que le sujet de couper Nord Stream à la demande des Européens, pour l'instant, il n'est même pas sur la table. Les Allemands sont vent debout contre cette idée. N'oublions pas que c'est des décisions qui doivent quand même recueillir l'aval de l'ensemble des pays. Donc, bien sûr, ouais. Autant les Polonais le veulent, autant pour les Français... ce serait déjà embêtant, puisque on estime ça à un coût d'à peu près 100 euros par Français adulte par an. En plus, voilà, c'est quand même pas rien. Mais pour les Allemands, ce serait vraiment dramatique. Donc, pour l'instant, le gaz, qui serait la vraie sanction, elle est exclue. Et la sanction charbon qui a été prise, c'est une mesurette. Et donc, le sujet, c'est le pétrole. Est-ce que oui ou non, on va le faire ? Et je pense qu'avant de prendre cette décision, c'est l'ensemble du marché du pétrole qui est un peu examiné, voir s'il y a des réserves de production supplémentaires ailleurs. Justement, les États-Unis ont annoncé la semaine dernière que justement ils allaient effectivement fonctionner sur leurs réserves stratégiques. Exactement. Après, ils ont un deuxième sujet, les Américains, c'est que s'ils voulaient, ils pourraient produire beaucoup plus avec le schiste. Et on voit que ce sont les producteurs de gaz de schiste, comme Chevière, qui justement, parce que pour garder des prix très élevés et vendre leur production à prix très haut, n'ouvrent pas plus les robinets en profitant de manière opportuniste de la situation. Ça n'aura peut-être qu'un temps, c'est-à-dire que peut-être que le gouvernement américain peut les forcer à un moment donné à produire plus, etc. Donc le sujet, c'est vraiment ce sujet, comment le marché du pétrole pourrait s'ajuster à une mesure d'interdiction du pétrole russe, sans aller jusqu'à faire plonger l'Allemagne en récession et réduire la croissance économique de la zone euro très très bas. Je crois qu'à $150, on tombait sur les pays comme la France, l'Italie, l'Espagne, à 0,5 de croissance, au lieu de 4 qui était prévu avant. Donc un nouveau volet de sanctions vis-à-vis de la Russie, sans conséquences dramatiques supplémentaires pour l'économie de la zone euro à court terme. C'est ça. C'est ce qu'il faut retenir. C'est ça. Alain Pitous, j'ai envie de vous poser la question un peu différemment. Vous êtes senior advisor ESG. On parle effectivement de réactions politiques dans un contexte de guerre. La question, c'est est-ce qu'on interdit ou non le charbon ? Où est-ce qu'on va trouver du pétrole ? Qu'est-ce qu'on fait vis-à-vis du gaz ? Comment est-ce que vous voyez cette situation matière première avec le prisme qui est le vôtre, à savoir
un prisme ESG et cette recherche finalement d'énergie normalement polluante effectivement vis-à-vis de la transition énergétique. Alors on avait déjà un peu pris le sujet suite à l'après-Covid, qui commence à se dessiner, avec une grosse inflation des matières premières et parce qu'en fait, l'horizon de la transition énergétique n'est pas celui de l'économie à court terme avec des matières premières dont on est extrêmement dépendant. Donc on avait déjà le problème. Et on se disait, on a 2-3 ans pour régler le problème, le pic de demande suite à cette reprise après Covid. Donc on se disait 2, 3, 4 ans, 5 ans pour les plus pessimistes. Et puis là, on se retrouve avec un nouveau choc externe qui fait encore plus prendre conscience que on a une urgence climatique certes d'un côté, mais qu'on a aussi une urgence économique qui est complètement perturbée par des événements externes qu'on n'avait absolument pas anticipés. Donc le problème reste entier, c'est-à-dire qu'il faut sortir, et on l'a vu encore avec le rapport du GIEC qui vient de sortir, on sait ce qu'il faut faire, on sait qu'il faut arrêter le charbon à un moment donné. On espérait l'arrêter beaucoup plus vite. Grâce à Marc Riez et ses amis, on va avoir beaucoup de mal. Désolé, c'est navré. J'étais à l'œil. Et on voit la même chose sur le pétrole à encore plus longue échéance. Et beaucoup de pétroliers avaient commencé à se dire que la transition, ils la faisaient en 2 temps. D'abord en sortant et en arrêtant les projets pétroliers pour se concentrer sur le gaz. On avait d'énormes projets gaziers en Russie, dans le nord de la Russie. Et voilà, on est complètement pris à contre-pied par ce fait-là. Et ce qu'on sait aussi, on le savait déjà, c'est pas une surprise, c'est que la transition énergétique avec d'autres énergies pour essayer d'être indépendant, d'être plus diversifié dans nos ressources avec l'hydraulique, l'hydroénergie, le solaire, le vent et le nucléaire, n'en déplaise à certains écologistes qui veulent pas de ça. On se disait, on va avoir ce pic de demande de matières premières classiques et puis en face, on a 10 ans pour arriver à quelque chose de tolérable sur le plan énergétique. Le rapport du GIEC qui sort montre que c'est même pas possible. Oui, il parle plus de 3 ans, lui. Il parle de 3 ans, donc on a ce choc multiple qui arrive là aujourd'hui. Alors justement, après, ce choc, il allonge la durée d'une transition énergétique réalisée de manière, j'ai envie de dire, soft pour l'économie européenne. Alors, je vais vous faire le méchant ESG, là, parce que là, pour le moment, j'ai fait le gentil ESG, mais le point, c'est qu'on voit bien que l'économie prime aujourd'hui. On voit que dans certains discours, il faut absolument pas il faut qu'aucune sanction n'ait d'effet sur qui que ce soit. C'est un peu paradoxal. Enfin, on espère ça. On espère les concentrer sur 20 oligarques ou des trucs comme ça, ce qui est une vue de l'esprit. D'accord. Donc, on essaye ça. Mais en même temps, on sait ce qu'il faut faire, c'est-à-dire qu'il faut passer à autre chose que ces matières-là. Et on sait aussi ce qu'il faut arrêter. C'est-à-dire qu'on parlait de la croissance qui peut être entamée, mais elle pourrait être encore plus entamée si on entamait une vraie sobriété. C'est-à-dire que là, on va devoir faire une sobriété sous contrainte. Parce qu'on évoquait un baril du pétrole qui monte, mais il pourrait très bien ne pas monter le baril de pétrole s'il n'y a plus de demande. Si on est obligé d'arrêter la production ou de la limiter comme on a fait en 2020, on peut régler ce problème des 3 ans qui est extrêmement angoissant. Parce que tout le monde veut défendre son économie, les entreprises veulent défendre leurs résultats, mais quand on aura transpercé la période de non-retour, là, les sujets seront plus économiques, ils seront vitaux. Donc, on va se retrouver après, on à revient sur un scénario de chose. décroissance pour le coup, effectivement, qui est là, effectivement, on est dans un sujet de comment est-ce qu'on conserve l'actuel en allant chercher des énergies. Là, ce que vous dites, c'est que effectivement, il y a aussi ce scénario de décroissance qui est. C'est ça. Alors après, il y a deux types de sobriété, on va dire sous contrainte. Sous contrainte, elle est double, c'est-à-dire qu'on ne peut pas accéder aux matières premières et les prix sont trop élevés, donc de toute façon, il faut arrêter de consommer. Et là, c'est dévastateur. On n'est absolument pas prêt à ça. Et puis après, moi, je pense qu'il y a une autre voie qui est évoquée un peu dans le rapport du GIEC, qui est qu'on peut organiser une sobriété sans changer nos modes de vie, c'est-à-dire en faisant des trucs qui paraissent un peu neuneux, qu'on faisait. Enfin, vous n'avez pas connu, personne ici a connu ça, mais dans les années 70, on avait. Je que j'ai pas connu. Oui, non, mais vos parents peut-être, vos grands-parents. Et en fait, on devait arrêter de consommer. Le week-end, on ne devait plus rouler. Enfin, il y avait tout un tas de trucs comme ça qui étaient un peu contraignants. Mais il faut revenir à des choses comme ça où on consomme un peu moins sans changer massivement sa façon de vivre. Ça fait quand même une demande moindre d'énergie.
donc aujourd'hui d'énergie quand même carbonée. Et en face de ça, et ça je pense qu'il faut quand même pas l'oublier, et enfin moi c'est aussi mon pari, hein, c'est deux côtés de l'ESG, c'est le côté d'abord limiter les risques et de l'autre côté c'est essayer de, parce que c'est notre travail, c'est d'essayer de gagner de l'argent sur la transition, c'est-à-dire de trouver des segments qui vont profiter de ce qui se passe sur le plan énergétique. Et je pense que le solaire et l'éolien, dans une moindre mesure, sont des vecteurs où on a de la croissance. C'est des secteurs qui font de 20% de croissance l'an, donc, et avec des prix qui baissent. Donc, à un moment donné, on va arriver à compenser ça. Mais c'est encore une fois, c'est du long terme. C'est du long terme. Oui, non, je veux dire, par rapport à la question de départ qui était la crise actuelle, effectivement, c'est du long terme. Après, c'est décalé par rapport à ça. Et juste pour revenir sur les sanctions, ce que je trouve un peu embêtant dans les sanctions actuellement, c'est le fait qu'on sent qu'on abat un peu nos dernières cartes. Parce que les cartes d'après, on n'est pas sûr d'être d'accord pour le faire, quoi. Donc c'est quand même très problématique. Puis en face, eux, ils peuvent s'inscrire dans la durée, quoi. C'est-à-dire que Poutine, il voit que si les Occidentaux, si les Européens en particulier commencent et on voit ça commence à craqueler un peu à droite à gauche sur certains sujets, je pense que lui peut jouer la durée, là où nous, on abat nos dernières cartes de sanctions. Donc voilà, c'est un peu un jeu d'échecs qui est quand même un peu dangereux. Oui, c'est-à-dire que les cartes suivantes, ça touche le pétrole, comme le disait Marquez, où ça peut toucher le gaz, et là, l'unité européenne risque d'en prendre un. Donc c'est un peu le problème, j'entendais ce que disait Olivier, c'est on fait une graduation, mais c'est nucléaire pour nous, enfin au sens, c'est dévastateur, quoi. Je ne sais pas si c'est une bonne expression, ça d'ailleurs, mais bon, voilà, c'est dévastateur. Ouais, voilà. Mais donc on en revient, Marquez, Olivier de Béranger, je vous voyais réagir, c'est-à-dire qu'on en revient sur le sujet, est-ce qu'on peut se le permettre, aujourd'hui on peut se le permettre, est-ce qu'on pourra se le permettre demain? Là pour le coup, la question est beaucoup moins tranchée. Beaucoup moins tranchée, ouais. Sincèrement là, moi je vois mal les Allemands passer au stade où ils seront d'accord pour interdire les importations de gaz russe. Les conséquences pratiques immédiates pour eux sont tellement fortes, et c'était dit par Olivier, c'est pas seulement la consommation des ménages, l'électricité, la production électrique de consommation, c'est tout l'appareil industriel allemand qui est branché à Nord Stream. Donc c'est quand même, on a du mal à les imaginer. Après, il faut voir ce qui est vital pour l'Europe. C'est-à-dire que est-ce que l'Ukraine et la position de l'Ukraine vis-à-vis sur le plan géopolitique, avec toutes les conséquences qu'on connaît les uns les autres, est-ce que c'est considéré à un moment donné comme vital par les Européens? Si laisser les Ukrainiens se débrouiller et puis donc être massacrés à un moment donné par l'armée russe, est-ce que c'est vital? Et si c'est vraiment vital, on est prêt, parce que l'argent on l'a, hein, s'il faut soutenir les ménages, les entreprises pendant 2 ans, on peut le faire. C'est-à-dire qu'on fait marcher la planche à billets, avec les Américains qui pourraient le faire aussi, on pourrait tenir 2 ans. Si c'est vital, on peut accepter une récession de 5 à 10%, si c'est ponctuel, pour préserver des intérêts vitaux. Et c'est un sujet qu'on a dans l'économie aujourd'hui, c'est qu'on voit de nouveau rentrer le rôle de l'État, des États et la prééminence de l'État par rapport aux entreprises. On laisse faire les entreprises, elles continuent à faire du business. Là, aujourd'hui, elles ne peuvent plus le faire et elles vont arrêter. D'ailleurs, vous regardez les baisses aujourd'hui, c'est que des entreprises qui sont tournées vers la Russie. Tournées vers la Russie parce qu'elles se retrouvent prises complètement en étau. Vous voyez, donc on a ce sujet aujourd'hui. Si c'est vital, on va couper le gaz. Pour moi, ça me paraît clair. Après, si à un moment donné, on se dit l'Ukraine, écoutez, les amis, tant pis, quoi, ça sera un territoire vitrifié par les Russes. Mais si c'est pas le cas, et je pense qu'aujourd'hui c'est pas le cas, on s'oriente pas vers ça. Donc il y a quand même un sujet assez dangereux de récession. À quel moment le politique prend le pas sur les décisions économiques, ou à quel moment il prend en compte effectivement l'impact économique de sa décision politique? Quelque part, je vais arrêter de parler parce que sinon je peux... Après on abordera d'autres sujets, effectivement. Mais c'était déjà comme ça sur le Covid, c'est-à-dire que pendant la période Covid, c'est l'État qui a pris la main par rapport aux entreprises en finançant. Là aujourd'hui, l'État accroît son rôle dans l'économie. Donc ça, c'est quand même un point à noter. Olivier de Béranger, on va ouvrir un petit peu parce qu'on a passé effectivement beaucoup de temps sur les sanctions non validées encore, mais potentiellement annoncées vis-à-vis de la Russie. J'ai envie de rester en Europe avec vous et de regarder un petit peu quelles sont les marges de manœuvre de la BCE, cette fois-ci, qui se réunit la semaine prochaine, dans un contexte de plus en plus compliqué, notamment avec une inflation qui continue à filer, un scénario qui a été annoncé en mars de dire qu'il n'y aurait pas de hausse de taux à venir pour le moment et qu'il faudrait remettre ça après l'été. Est-ce que là, le contexte actuel peut remettre en cause le scénario de la BCE, ou au contraire, il faut qu'elle soit garante d'une certaine stabilité dans sa politique monétaire dans un contexte incertain?
La première réponse, c'est comme je disais tout à l'heure, pour l'instant, son scénario, il est complètement faux. C'est-à-dire que c'est 3,7% de croissance. Je pense que personne n'y croit et elle, la première. Donc, il va falloir réviser le scénario, ce qui donne un petit peu de temps pour réfléchir. Et la deuxième réponse que je vous ferai, c'est que la BCE s'est un peu lié les mains de manière étrange, en disant qu'elle allait arrêter les achats d'actifs et ensuite monter les taux. Bien sûr. Et c'est plutôt l'inverse qu'il faudrait faire en cas de crise en Europe. C'est-à-dire que si vous voulez maintenir les primes, les spreads dans l'Europe du Sud, vous pouvez très bien commencer à monter les taux courts avec 5, 6, 7, 7,5% d'inflation. C'est vrai que des taux courts à moins 0,5, ça n'a pas tellement de sens. Mais en revanche, vous gardez les programmes d'achat d'actifs pour contrôler les écarts de primes de risque dans l'Europe du Sud. Donc, je trouve qu'elle fait un peu tout à l'envers pour le moment. Je pense que Madame Lagarde n'arrête pas de regarder l'histoire de la BCE et les deux hausses de taux qu'on pourrait qualifier de scélérates de Jean-Claude Trichet en 2008 et en 2011, c'est quand le baril de pétrole a franchi les $100 les deux fois. Ouais. Et on est dans une situation en Europe qui est très différente des États-Unis, où on a une inflation importée. C'est à cause du coût des matières premières que les headlines d'inflation sont aussi élevés. Justement, c'est un argument pour ne pas monter les taux, puisqu'il n'y a pas de choc de demande. À 7,5, c'est quand même difficile. Les négociations salariales en Europe, on est entre 2 et 2,5. Ça dépend des pays, un peu plus, un peu moins. Mais on voit bien que la perte de pouvoir d'achat des ménages, c'est d'ailleurs le sujet de la campagne électorale française. Ça montre bien qu'on ne peut pas indéfiniment garder des taux à moins 0,5 quand on a une inflation à 7,5. Donc je pense que sa position est très délicate parce qu'elle doit faire face à une inflation importée. Et effectivement, c'est pas en montant ses taux que vous faites baisser le prix du baril de pétrole ou le prix du mètre cube de gaz. Elle s'est liée les mains en disant qu'elle allait arrêter les programmes d'achat d'actifs avant de pratiquer des hausses des taux. Donc c'est plutôt ça qu'elle n'aurait pas dû faire, entre guillemets, selon vous, c'est-à-dire quitte à rester accommodant, autant rester complètement accommodant. Et je trouve qu'elle aurait dû rester plus flexible. Et peut-être que c'est ça le message qu'elle fera passer dans les mois et les trimestres qui viennent. Peut-être revenir un peu sur ces affirmations un peu engageantes qui ont été prises en fin d'année dernière pour être un peu plus pragmatique et un peu plus flexible, comme finalement toutes les banques centrales du monde. Il n'y a pas besoin de s'engager. La forward guidance, c'est bien, mais il n'y a pas besoin non plus de s'engager sur les outils pour les 3 ans qui viennent. Alors, il n'y a pas forcément besoin de s'engager, mais Marc Riez, il y a effectivement la Fed qui commence à remonter ses taux. Une économie américaine avec des enjeux différents d'une économie européenne, mais une Fed qui remonte ses taux et une BCE qui est un peu au pied du mur de dire nous, on n'y va pas tout de suite, mais peut-être qu'il faut quand même qu'on vous explique ce qu'on va faire et expliquer aux marchés financiers et aux investisseurs et aux économistes ce qu'on va faire. Est-ce que du coup la BCE est encore plus au pied du mur aujourd'hui ? Alors moi je trouve que la BCE est moins au pied du mur que la Fed quand même. D'abord parce que l'inflation en Europe est au total moins importante un petit peu qu'aux États-Unis, mais surtout quand vous regardez l'inflation core, c'est-à-dire hors impact du prix du pétrole et des matières premières, en gros, vous étiez encore le mois dernier à 2,4 d'inflation core en zone euro. Ce qui reste proche des objectifs. Un peu au-dessus de l'objectif de 2, enfin, c'est pas monstrueux quand même. Et donc ça, si vous voulez, ça fait que du point de vue de la théorie monétaire, elle n'a pas un impératif catégorique immédiat à remonter ses taux tout de suite. L'autre point, c'est que Olivier dit, effectivement, elle a tenu ce discours un peu maladroit de dire qu'elle fera d'abord l'arrêt après la montée des taux. En fait, ce discours-là, c'est un peu le discours classique de dire voilà, avant de remonter les taux, on arrête déjà d'appuyer dessus. Donc je pense que dans mon esprit, je ne pense pas qu'elle soit vraiment liée les mains, parce que si demain il faut qu'elle remonte les taux sans arrêter d'acheter des obligations, elle n'hésitera pas, à mon avis, à le faire. Et je ne suis pas sûr que beaucoup de gens iront lui reprocher d'avoir dit le contraire avant. Donc moi, il me semble qu'elle est quand même un peu moins dans la seringue que ne l'est Powell. Et Powell, on sent bien que lui, en plus, politiquement, il a beaucoup plus de pression, parce qu'Olivier disait tout à l'heure très justement, les ménages européens sont en train de perdre du pouvoir d'achat, c'est devenu un thème de campagne politisé, et ça allait se politiser encore plus de l'autre côté de l'Atlantique, parce que là, en plus, très intelligemment, les Républicains en ont fait un argument de campagne très puissant et très véhiculé par les médias
en présentant Biden comme le président de la perte du pouvoir d'achat. Là aussi, voilà, alors que pourtant, en plus du reste, alors pourtant, le taux de chômage est plus bas que jamais, la croissance économique aux États-Unis pour le coup est plutôt bonne, même avec la guerre en Ukraine, et puis il y a quand même des hausses de salaire malgré tout assez nettes là-bas. Donc le bilan de Biden n'est pas désastreux, mais les Républicains ont vraiment réussi à appuyer, à mettre le doigt là où ça fait mal sur la perte de pouvoir d'achat. Effectivement, certains ménages, quand il y a 8 d'inflation, on imagine bien que tout le monde n'a pas vu ses revenus monter de 8%, ne serait-ce que les retraités, la plupart des salariés, enfin, ou des commerçants dans des domaines où ils peuvent faire monter. Ça pose quand même question. Alors, sans comparer Fed et BCE, effectivement, la Fed a commencé à remonter ses taux. On a parlé de 25 points de base pour une première hausse de taux. Finalement, aujourd'hui, on évoque 50 points de base. Et on a vu aujourd'hui Brainard qui a lancé une petite bombe cet après-midi en disant qu'ils allaient commencer à rebaisser la taille du bilan de la Fed dès le mois de mai. Bien sûr. Donc ça aussi, c'est ce qui a fait un peu baisser les marchés aujourd'hui aussi d'ailleurs. Mais voilà, on sent que là-bas, c'est un sujet qui est déjà de plein pied dans l'actualité, avec une forte pression politique. Donc Powell est quand même beaucoup plus sous tension. Et donc, beaucoup d'annonces. Alors, effectivement, les marchés, généralement, achètent l'annonce et vendent la nouvelle. Et on voit une courbe de taux qui s'inverse aux États-Unis. Oui, alors moi, j'ai déjà eu des réactions dans Smart Bourse sur ce que je vais vous dire, mais je regarde ça de manière très théorique. Généralement, une inversion de la courbe de taux annonce une récession. Voilà. Et alors là, on nous explique, oui, mais le contexte est différent. Oui. Ça n'est pas comme les fois précédentes. Vous allez voir, on est dans un contexte très différent. Alors, on voit ça, et à côté de ça, on entend en Europe une situation différente. Il faudrait peut-être que Christine Lagarde commence à monter ses taux pour agir sur l'inflation, mais on se dit, mais en fait, dès qu'une banque centrale commence à agir, on a un petit vent de panique qui commence à souffler. Bien sûr. Alors, dans le cas de Christine Lagarde, elle part de moins 0,50. Donc elle a quand même un peu de marge. Elle serait à 1,50 que ça ne choquerait personne, et je ne suis pas sûr que ça suffira à provoquer une récession en zone euro, le fait d'avoir quelque chose d'un peu plus descendre, un peu plus habituel comme taux court. Si c'était le cas, on aurait une courbe des taux, dans le meilleur des cas, plate, alors un peu pentue en Italie, alors parce qu'elle a 20 courbes des taux à gérer. Bien sûr, il n'y en a pas une unique, bien sûr. Alors effectivement, l'allemande serait inversée. Donc, effectivement, il faut quand même, on ne peut pas balayer l'idée que courbe des taux inversée égale récession. Même si effectivement il y a des raisons pour qu'on en soit là aujourd'hui, parce qu'il n'y avait jamais eu autant d'achats d'obligs longs par les banques centrales, donc effectivement ça a certainement écrasé la partie longue des taux. N'empêche que si demain le marché se disait l'inflation à laquelle on assiste aujourd'hui est pérenne, le 10 ans européen, allemand, il ne resterait pas à 0,50, même si la BCE on achète. Donc il faut quand même se dire que c'est quand même d'une certaine manière le reflet de la vision long terme du marché, que la croissance européenne ne va pas être extraordinaire pendant les années qui viennent, et la croissance américaine meilleure, mais pas non plus à 7-8% comme l'inflation. Donc voilà, il faut quand même raison garder. Mais effectivement, on voit bien qu'on est quand même, après pas mal d'années de croissance économique maintenant, il y a eu effectivement le coup d'accordéon de la pandémie vers le bas, vers le haut. Il y a un moment où on va être en haut de cycle. Et ce moment, bien sûr, il approche. Alors, il approche de combien ? En général, on dit 18 mois. D'accord. Donc là, on est à 18 mois d'un haut de cycle à partir du moment où on assiste à une inversion de la courbe des taux. Mais les inversions de courbe des taux, c'est des signaux nécessaires, mais pas suffisants. C'est ça. D'accord, c'est ça. Toute récession a été précédée d'une inversion de courbe des taux, l'inverse n'est pas forcément vrai. L'inverse n'est pas vrai. D'ailleurs, si vous souffrez d'insomnie, il y a des papiers de la Fed très intéressants qui viennent d'être remis à jour à fin mars sur le fait que le 2-10 n'est pas un bon indicateur. L'écart entre le 2 et le 10 ans n'est pas un bon indicateur de récession avancée, qu'en fait il faut regarder le 3 mois dans 18 mois, ça correspond à ce que Marc disait, comparé aux 3 mois d'aujourd'hui. Là, si vous regardez cet écart aujourd'hui, il n'est pas du tout indicateur de récession aux États-Unis. Après, les marchés bougent vite, ça peut s'ajuster, mais en fait ils ont fait pas mal d'études académiques qui montrent que c'est cet indicateur-là qui vaut mieux regarder, qui est plus pertinent, et aujourd'hui il ne flague pas d'inflation. Après, effectivement,
une inversion de récession, en fait. Oui, pas de récession. C'est ça. Après, effectivement, une inversion de courbe des taux, c'est toujours un signal de prudence parce que on a même une inversion du 2,30 ans aux États-Unis la semaine dernière. Donc c'est quand même des signes qui sont un peu inquiétants et qui sont, à mon avis, plutôt des images de la fébrilité des investisseurs et pas d'une mauvaise communication des banques centrales avec les marchés, mais en tout cas, on veut vraiment clairement comprendre ce que vous faites et ce que vous comptez faire. C'est surtout qu'on a le sentiment, Olivier, que les banques centrales ne sont plus omnipotentes comme elles l'étaient dans les précédentes crises de 2008, 2011, pandémie. On a quand même l'impression que là, par rapport à cette problématique où en fait l'inflation est générée par la hausse du prix des matières premières, leur pouvoir d'action est plus limité. Moi, je sais pas. Elles ont moins la main, tu vois. C'est pas qu'il est plus limité, c'est qu'elles sont pas toutes au même endroit et à la même. Les pays sont pas tous concernés pareil par les problèmes de hausse de l'inflation et de hausse et d'indépendance à l'énergie. Et du coup, et pour moi, c'est ça le plus embêtant on va dire à quelques mois, c'est l'écart de comportement des banques centrales. C'est-à-dire qu'en fait, pendant toute la crise, ce qui a évité des problèmes de change pendant presque depuis 3-4 ans, on a quand même des niveaux de vol sur les changes qui sont extrêmement faibles. Là, on sent que ça se tend un peu. Et parce que les banques centrales n'ont pas la même politique. On a les Anglais qui ont pris de l'avance, les Américains, quelques banques centrales à travers le monde qui ont dû remonter les taux parce que leur devise était attaquée. On a l'Europe qui est encore, on pourrait imaginer que ça tienne encore un petit peu, mais imaginez que les Américains continuent à monter leurs taux parce qu'eux sont perturbé par une inflation trop élevée, même si et pas très endettée, une croissance qui ralentirait un tout petit peu, et que les Européens... Ça fera monter le dollar. Oui, c'est ça, mais c'est quand même vachement embêtant pour l'Europe d'être en retard. Oui et non, parce que justement le fait qu'il y ait cette capacité d'ajustement par le change, ça peut quand même peut-être donner un peu de mou aux tensions. Pour moi, c'est plus gênant au sein de la zone euro, où tu as des économies dans des situations différentes avec une même monnaie, où là, il n'y a plus effectivement cet élastique, je dirais, qu'à la limite entre les grands blocs, mais tu vois, si le dollar monte, ce ne sera pas mauvais pour l'Europe. Le dollar qui monte, c'est pas mauvais pour l'Europe, sauf... ça va alimenter encore l'inflation. Oui, ça alimente l'inflation des matières premières à un moment donné où on n'aime pas ça, quoi, tu vois. Donc le danger, c'est de devoir soit laisser filer l'euro, et c'est quand même un peu embêtant, et puis vis-à-vis de quand même quelques pays qui sont en plus sous pression du gaz et du pétrole, ou alors à contre-temps d'être obligé de cavaler à un moment donné où l'économie ralentit, de remonter ses taux à ce moment-là, ce qui serait terrible. Et moi, ça serait plus mauvais, ça. Ouais, c'est ça que je pense. Je vois pas comment on évite, alors peut-être pas une récession globale, mais des secteurs extrêmement perturbés par les mouvements de change, les mouvements de taux et les prix des matières premières. Et ça peut faire des secteurs, enfin on avait quand même une petite liste là aujourd'hui qui était quand même assez coquette de gens. Les bancaires en premier lieu. Voilà, les bancaires en premier lieu. Donc tout ça, c'est... je vois pas une énorme baisse des marchés, mais ponctuellement des secteurs et des valeurs au sein de ces secteurs qui se font quand même sérieusement sanctionner. C'est quand même un sujet. Et justement, je vous propose d'utiliser les dernières minutes qui nous restent pour regarder un petit peu vos scénarios de marché. On va commencer avec vous, Alain Pitous. On est aujourd'hui sur un CAC 40 qui perd 1,28%. Alors, je le mentionne. Pourquoi ? Parce que quand on lit certains articles dans la presse financière, on fait un lien en France avec les élections présidentielles. Bon, on voit que les marchés financiers occidentaux sont tous en recul aujourd'hui. Je ne pense pas que c'est forcément un lien avec les élections présidentielles, mais c'est quand même important de le noter parce que c'est peut-être la première fois que les marchés financiers s'en préoccupent. On parle, oui. Donc on le note quand même aujourd'hui. Votre scénario, du coup, Alain Pitous, de marché, pas d'élection présidentielle, mais en prenant en compte ce petit élément aujourd'hui. Oui, alors les marchés, ils pensent à ça parce que quand ils regardent les programmes, et les programmes sont appliqués, c'est-à-dire que la théorie comme quoi les programmes ne sont pas appliqués n'existe plus. Je pense qu'ils sont vraiment appliqués aujourd'hui à 3/4. Donc les marchés regardent certains candidats en se disant ça peut être dangereux pour la viabilité. Et ils voient un resserrement de l'écart entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Ça met un peu de tension, on n'aime pas le doute, voilà, toujours le côté classique. Après, donc, si on oublie ce truc-là, par rapport à ce qu'on a dit, moi je crois quand même qu'il y a deux éléments qui vont arriver. Le premier, c'est certaines entreprises qui vont être quand même moins positives sur leur perspective de croissance.
croissance. Donc, même si leurs résultats passés ne prenaient pas en compte forcément ce qui s'est passé en Ukraine ou qui était encore sur une tendance de reprise. Donc elles vont quand même être moins disantes sur leur perspective. Donc il peut y avoir quand même un peu de déception. Et j'entends quand même pas mal d'intervenants qui commencent à baisser leur perspective de résultats. Alors c'est encore un peu sectoriel, un peu spécifique valeur. Et c'est un peu ce que je pense, c'est-à-dire un marché qui va être dans un range, un peu sous pression de résultats d'entreprise. Et alors ça, c'est plutôt positif pour mes amis qui sont là, qui sont des gérants actifs, parce que ça donne un peu, il va y avoir de la discrimination au sein des secteurs, au sein des valeurs, au sein des pays même un peu. Donc dans un range quand même assez étroit et avec toujours de la tension sur les taux. Donc faut pas se précipiter pour prendre des grandes décisions d'allocation en ce moment. Je crois qu'il faut quand même rester, si on a une allocation stratégique qui correspond bien à ce qu'on voulait, et aujourd'hui quand même la plupart sont quand même assez stables là-dessus, je pense qu'il faut rester sur ces choses-là et pas passer trop agressif en ce moment. Olivier de Béranger, ne pas se précipiter, c'est effectivement ce que vous constatez dans votre scénario pour les mois à venir sur les marchés financiers. Oui, là on a une vue un peu prudente sur les marchés, essentiellement parce on se retrouve globalement au même niveau qu'avant la guerre russo-ukrainienne, ce qui est quand même étrange vu tout ce qu'on vient de décrire. Et donc on conseille... Oui, parce que premier trimestre, alors le CAC 40 était en recul sur les 3 premiers mois de l'année, mais il perdait 6%. On aurait pu s'attendre à ce qu'il... 6,9 exactement, on aurait pu s'attendre à ce qu'il perde beaucoup plus. On est à peu près au même niveau. Ce qui s'était passé, c'est qu'on a vu une claire surperformance avant la guerre du cycle, d'ailleurs tout ce qui était plugué sur la croissance anticipée pour la zone euro, les fameux 4,2 dont on parlait tout à l'heure. Et là, dans le cycle, il y a eu des dégâts. Le secteur bancaire, l'automobile, c'est-à-dire il y a eu quand même beaucoup de secteurs qui soit ont été touchés par l'aplatissement de la courbe des taux, soit ont été touchés par l'augmentation du prix des matières premières, voire dans le cas de Renault, de filiales embêtantes en Russie. Donc, tout ça nous pousse plutôt à avoir des portefeuilles assez équilibrés entre ce qu'on appelle la croissance et le value. On était très cycle, très value. Là, on est en train un peu de rééquilibrer tout ça. Et avec, alors même que la tendance porte plutôt les valeurs value en ce moment, qui en revanche sont les plus impactées justement par la hausse des prix de l'énergie. Si vous regardez la performance depuis le début de l'année de MSCI Value, ça doit être Europe, ça doit être à peu près 0, alors que la croissance est à moins 10, moins 12. Donc l'écart a arrêté de s'accroître. À mon avis, il pourrait se resserrer un peu s'il y a des incertitudes géopolitiques et s'il y a des incertitudes politiques tout court, notamment en France. L'indicateur du stress en France, c'est l'écart de rendement entre l'OAT et le Bund. On est aujourd'hui à 52-53. Si vous excluez la période de brouillard de mars 2020, c'est le plus haut depuis 2017. Qu'est-ce qui s'est passé en 2017 ? C'était l'incertitude. Sur des élections présidentielles. M. Mélenchon, Mme Le Pen et M. Macron au premier tour. Donc, et à l'époque, on était monté jusqu'à 72 ou 75 de mémoire. Donc on voit que la tension, elle est quand même un peu là. Donc on a une vue un peu prudente sur les marchés d'actifs risqués, même si... sauf engrenage militaire important, on ne s'attend pas à une baisse très violente des marchés. Marc Riez, même question, votre scénario de marché pour cette année 2022, à la fin de ce premier trimestre 2022. Alors, on est aujourd'hui, nous aussi, un peu sous-pondéré sur la part action, sans être catastrophiste, mais on a été quand même surpris par la rapidité et l'ampleur du rebond. Alors, il s'est fondé à partir de mi-mars sur les fameux pourparlers entre Poutine... et Zelensky, ça paraît pas quand même si clair que ça leur affaire. Bien sûr, donc, on trouve que le fait que le marché soit remonté, alors là il a rebaissé depuis 2-3 jours, mais la semaine dernière on était revenu à 6008 sur le CAC, qui est l'exa-niveau du 24 février du 23 février avant que les chars russes n'arrivent en Ukraine. Donc finalement tout l'épisode ukrainien était revalorisé 0. Alors que on voit bien, ça a été dit, l'impact à la fois sur la croissance économique des pays de la zone euro, sur l'inflation, le coût des matières premières, etc. Oui, puis l'Ukraine est aujourd'hui toujours avec des chars russes sur son territoire, on est toujours dans une situation de guerre, et on se pose même la question de nouvelles sanctions à l'encontre de la Russie. C'est ça. Et même par rapport, si vous voulez, à la situation du 23-24 février, l'ampleur des sanctions occidentales, même si je me moquais un peu tout à l'heure du charbon, est quand même beaucoup plus importante que ce que les marchés pouvaient imaginer. Parce que souvenez-vous qu'au début de l'agression, tout le monde se disait, comme d'habitude, les Européens vont pas réagir, restent dans leur coin, etc. Et donc finalement, être aussi près de ces niveaux-là,
nous, ça nous a incité à redonner un peu, pour le coup, à revendre un peu. Alors après, sur le positionnement, comme le disait Olivier, c'est vrai que les cycliques étaient très à la fête en début d'année. Donc quand on a vendu plutôt les cycliques. Et effectivement, on verra ce qu'on rachète quand on y verra plus clair. Mais nous, on est gérant croissance à la base. Donc si vous voulez, on est toujours très présent sur la tech, le luxe, etc., qui ont des secteurs qui ont souffert cette année. Donc on a perdu quand même sur nos poches actions plutôt moins 10 que 0, pour être tout à fait honnête. Est-ce que tu ne crois pas que la tenue des marchés est liée au fait que, c'est la question que je me pose, c'est que des intervenants se disent bon, la guerre va durer un certain temps, mais elle va s'arrêter. Donc je ne peux pas être à l'écart du marché ce jour-là, pour une raison ou pour une autre, des négociations qui se passeraient bien ou un arrêt des combats sur des positions telles qu'elles sont quasiment aujourd'hui, à peu près, quoi. Et donc du coup, et les gérants se disent et on fera le tri après, quoi. C'est-à-dire que une peur d'être hors du marché au mauvais moment. C'est ça. Et du coup, la discrimination, elle se fera après avec les résultats, en juin, en septembre, avec une vision potentiellement des conséquences que ça pourrait avoir à long terme, parce que là effectivement on parle de sanctions, mais une fois que le conflit sera réglé, et on espère tous le plus rapidement possible, la question c'est quelle est Europe et quelle économie demain et quelles interactions avec ça. Pour dire on peut pas être en dehors du marché. Après, c'est vrai que si on regarde un peu l'asymétrie des choses, on a l'impression que dans les semaines qui viennent, il y a peut-être plus de choses un peu pénibles à entendre comme nouvelles et comme conséquences que de bonnes nouvelles. Alors, mais après, effectivement... Et puis les résultats aussi, ça va changer. Et les résultats, voir l'impact sur les résultats, ça... Et les techs commencent à remonter. On voit les GAFA au sens large qui ont bien reperforment bien. Merci beaucoup, messieurs. Merci Alain Pitous, senior advisor ESG. Merci Marc Riez, directeur général de Vega Investment. Et merci Olivier de Béranger, directeur général délégué et de la gestion d'actifs à la financière de l'Échiquier. Merci à vous de nous avoir suivis. Et on se retrouve tout de suite dans Marché à thème. Nous enchaînons à présent avec Marché à thème, le dernier quart d'heure thématique de Smart Bourse. Un quart d'heure thématique aujourd'hui consacré aux thématiques ESG dans un contexte de guerre sur le sol européen. Nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Bourse pour en parler Carmine De Franco, responsable de la recherche chez Osiam. Bonjour Carmine De Franco. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Bourse. Alors, guerre et ESG, on aurait presque l'impression que c'est un oxymore, sauf que aujourd'hui, dans le contexte actuel, l'Union européenne et un certain nombre de pays européens doivent avoir les deux en tête quand il s'agit d'investissement. D'un côté, assurer la transition énergétique, la transition écologique, réfléchir à l'impact écologique des économies, des activités économiques, et de l'autre, prendre en considération le sujet effectivement de la guerre sur le sol ukrainien. Quelle est la place, selon vous, aujourd'hui pour la thématique d'investissement durable dans le contexte actuel ? C'est vrai que c'est assez curieux. On parlait ces derniers mois de taxonomie, les accords de Paris. Et puis aujourd'hui, les sanctions contre l'importation du charbon russe. Donc on se dit, que s'est-il passé ces derniers mois ? On a presque l'impression qu'on est revenu un peu en arrière sur l'agenda environnemental, mais d'une certaine manière durable en Europe, mais pas que. Il faut, à mon avis, distinguer le temps. Donc il y a un temps court dans lequel le gouvernement va devoir prendre des décisions parfois pas forcément idéales. Et donc, on voit des activations de centrales à charbon en Europe, des plans pour commencer à trouver des fournitures de gaz venant par exemple du Qatar, de l'Australie, etc. Donc ça, c'est du temps court, en tout cas du temps qui permet quelque part de préparer une sorte de découplage avec la Russie. Après, il reste le temps long. Et ça, il ne faut pas l'oublier, la guerre ne va pas forcément changer la problématique que nous, on a les 10, 15 ou 20 prochaines années. On ne peut pas retarder le passage à d'autres énergies sous réserve parce qu'il y a une guerre sur le sol européen. Au contraire, à mon avis, c'est l'occasion de réaliser à quel point notre économie, donc on parle d'Europe, mais d'une certaine manière l'économie des pays occidentaux, elle est tellement dépendante de ressources et des matières premières ce qui est tout à fait normal, mais qui se trouvent sont sous le contrôle de pays qui n'ont pas forcément les mêmes valeurs ou le même alignement idéologique et politique. Et donc du coup, il faut
profiter de cette occasion, quelque part, pour entamer, accélérer la transition. Je fais un exemple, ça peut paraître naïf, mais au début de la pandémie, on se disait que c'est impossible que l'économie puisse continuer à fonctionner alors même qu'on était tous confinés chez soi. Bien sûr. Et pourtant, en overnight, donc dans le jour au lendemain, la plupart des industries ont pu s'adapter. Donc c'est un exemple petit, mais il faut partir de là pour comprendre que la guerre doit être une occasion. Donc, sur le court terme, effectivement, il faudra probablement accepter des entorses ou alors des investissements ou alors même la tension politique. Donc voilà, le focus de l'Union européenne ne va être pas forcément à 100% sous la transition écologique, mais par contre, voilà, il ne faudra pas oublier le thème long terme. Mais alors, vous mentionnez quelque chose de très intéressant, c'est effectivement ce sujet de dépendance énergétique donc aux énergies fossiles de pays qui n'ont pas forcément la même vision sur les sujets démocratiques notamment ou autres que les pays occidentaux. Est-ce que demain, une transition énergétique réussie permettrait de pallier à cette dépendance, ou on aurait une dépendance énergétique à d'autres pays, pour le coup, qui produiraient du fer, de l'aluminium ou ce genre de choses qui permettent du coup de construire des éoliennes ou des panneaux solaires? C'est un argument valide et je pense que c'est la critique la plus puissante, à mon avis, qu'on puisse faire à ce type d'argument que je défends. Sur un exemple pratique, par exemple le cobalt. Donc, on en source, on en récupère en Russie. Bon, si on arrête la Russie, il faut en aller chercher ailleurs. Donc, c'est au Congo. C'est pas forcément une entreprise plus simple d'aller dans un pays qui a aussi des difficultés institutionnelles, démocratiques. Le cobalt, on s'en sert pour construire. C'est dans beaucoup d'industries, mais notamment sur les batteries, par exemple. D'accord. Donc, oui, c'est quand même un élément très important, justement, dans le cadre de la transition. Exactement. Ouais. Donc on arrêterait d'aller le chercher en Russie, mais on irait le chercher au Congo. Voilà. Donc est-ce qu'on sera gagnant ou pas? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a quand même la difficulté de devoir toujours avoir des liens avec des pays sous lesquels on peut avoir pas forcément le même niveau de démocratie ou alors de l'attachement des valeurs qui sont les nôtres. Néanmoins, il est clair qu'il y a beaucoup de sujets sur lesquels notre dépendance peut être significativement réduite. D'accord. Et c'est un peu le trilemme historique, c'est que dans un système énergique, par exemple, vous voulez de l'énergie qui soit accessible, et donc pas chère, résiliente, et aussi possiblement qui soit propre donc alignée avec les accords de Paris. Et donc aujourd'hui, on est un peu dans une phase dans laquelle on peut avoir les deux, mais pas les trois. Alors, je pense qu'on est peut-être en train de commencer à intégrer le fait qu'on doit viser à avoir le 3. Donc, la résilience, et donc quelque part, cette idée aussi de souveraineté, donc de maîtriser un peu toute la chaîne, pas forcément juste la matière première, mais aussi toute la chaîne, à bas coût. Et donc, quelque part, il faut continuer à investir dans les énergies renouvelables, mais pas forcément ce qu'on appelle en anglais le easy win, donc le solaire et l'éolien. Il faut aller aussi sur d'autres technologies. D'accord, le rapport du GIEC le mentionnait, ça ne suffira pas. Donc, il faut aller au-delà. Donc, il faut pas avoir peur de financer des technologies disruptives, etc. Et puis ensuite, il y a la question justement de voir comment tout ça peut être rendu pas cher, parce que l'intérêt, c'est aussi qu'on arrive à faire une transition dans le cadre d'une économie qui continue à croître, puisque autrement, ça sera très facile. Dans une économie qui décroît, il y aura difficilement la volonté à la fois politique et aussi les ressources économiques pour pouvoir le financer. Alors ça, c'est le contexte économique et les enjeux, effectivement, à venir. D'un point de vue investisseurs sur les marchés financiers, effectivement, l'ESG n'est pas forcément la thématique la plus traitée en ce moment sur les marchés financiers, dans les actualités qui peuvent avoir un impact. Est-ce que du coup, vous constatez sur le premier trimestre de l'année une appétence des investisseurs pour ces valeurs-là, ou des craintes sur ces valeurs qui seraient peut-être trop chères, ou pas d'actualité, ou peut-être d'autres craintes? Alors, c'est vrai que je suis un peu conflicté dans la mesure où ça fait un peu partie quelque part de mon quotidien. Donc, je vais le mettre en avant en essayant d'être le plus transparent possible. Mais on observe des moments de doute quelque part. On se dit, c'est peut-être le premier test pour toutes les gestions ISR, l'intégration ESG dans un monde
beaucoup plus complexe de ce qu'on a pu connaître ces dernières années, où il n'y avait pas forcément de gros conflits majeurs, en tout cas pas contre un pays qui possède l'arme nucléaire. Donc du coup, on commence à avoir un peu de doute. On l'a vu par exemple sur les discussions autour du secteur de la défense. Est-ce que c'est bien de les exclure ou pas, etc. Donc ce serait un sujet énorme, peut-être trop long pour ce soir. Mais c'est vrai que c'est une vraie question. C'est d'un côté, tout dépend qui achète les armes, mais on a presque l'impression que selon l'acheteur, ça peut devenir ESG. Donc ça remet en cause quelque part des croyances qui étaient depuis très longtemps, qui faisaient un peu partie de la base du raisonnement des investisseurs ISR. Et d'ailleurs, les flux sur le mois de février et partiellement sur le mois de mars, on aura les chiffres bientôt. Donc sur toute la partie, disons, fonds labellisés ESG au sens large, on voit qu'il y a un peu de repli. Alors, est-ce que ça veut dire que les investisseurs commencent à mettre de côté la thématique? Moi, je pense pas. Je pense au contraire que c'est plutôt, et donc vous en avez discuté dans le panel précédent, c'est un moment dans lequel les investisseurs commencent à vouloir mettre une certaine moment de pause dans leur choix d'investissement. Au global. Au global. Et donc, évidemment, surtout sur les actifs qui sont, entre guillemets, plus risqués, donc les actions, typiquement, et sur le taux, les opportunités pour l'instant sont pas forcément énormes. Donc quelque part, il y a une partie de flux qui vient quelque part de la pause des investisseurs face aux incertitudes. Mais c'est vrai que beaucoup, ils s'interrogent aussi sur est-ce que dans un monde différents post-guerre, on le souhaite tous que ce soit le plus tôt possible, est-ce que ces valeurs-là seront encore pertinentes? Donc vous mentionnez la question de la valorisation. À mon avis, c'est plutôt un faux problème, dans la mesure où c'est vrai que beaucoup de ces valeurs-là souvent arrivent avec un ratio de PI, par exemple, plus élevé que la moyenne du secteur ou alors le marché. Mais il faut distinguer les deux cas de figure. Il y a le cas de figure dans lequel l'entreprise est très chère et par son business, il se retrouve dans un fonds ISR, même s'il n'a pas grand-chose à faire. Alors, on peut faire quelques exemples des très belles entreprises. Ce n'est pas une critique, mais par exemple, une entreprise comme Microsoft, Apple, Visa. Oui, qui ne sont pas des entreprises qui ont créé des activités à vocation ISR, mais qui se retrouvent. Et ils s'y mettent. Ils ne sont pas forcément, en tout cas, les premiers sur lesquels il faudra agir vite. Donc, on parlait tout à l'heure des technologies pour aller vers l'énergie bas carbone. Mais ces entreprises-là sont souvent dans les fonds ISR, donc du coup, qui vont pousser les valorisations un peu à la hausse. Donc ça, il y a un vrai problème. Je ne dirais pas forcément un problème, mais en tout cas, c'est un effet que les stratégies ISR, typiquement, ont tendance à investir dans des valeurs de croissance technologique, etc. Donc, leur valorisation augmente. Bon, ça, c'est normal, c'est naturel, on peut le prendre en compte. Et après, là où il y a les vrais enjeux, on voit vraiment une différence entre des entreprises qui ont bien entamé, qui sont bien positionnées dans un monde bas carbone, et puis celles qui sont en retard. Alors, je vais faire par exemple un exemple plus proche de nous, en Europe, le secteur des utilities. Alors, vous avez des très belles entreprises, Ørsted au Danemark, il y a Veolia, il y a Verbund en Autriche. Ils commandent des PI autour de 30. Pour une entreprise dans le secteur des utilities, c'est vraiment beaucoup. Mais ce sont des entreprises qui sont quasiment 100% sur du renouvelable. Ils ont vraiment intégré la thématique durable à l'intérieur de leur process. Donc, le fait que le marché les valorise de manière plus élevée que leur secteur est probablement aussi un signe de qualité de l'entreprise. Alors là même, pour reprendre l'exemple de Veolia, une entreprise qui existait avant les questionnement à grande échelle sur la transition énergétique, mais ce que vous dites, c'est qu'en fait, ils sont en première ligne vis-à-vis de la transition énergétique, contrairement à un Microsoft ou un Apple. En tout cas, ce sont celles qui, au premier ordre, vont pouvoir bénéficier d'un monde dans lequel on prend au sérieux les enjeux environnementaux. Alors après, ça ne veut pas forcément dire que l'année prochaine, ils vont profiter, puisque comme on disait tout à l'heure, probablement le focus de l'Union européenne va être, en tout cas, les dirigeants vont être un peu distraits. En France, il y a les élections, donc du coup, on peut imaginer que pendant les prochains 2-3 mois, il n'y aura peut-être pas forcément beaucoup d'avancées. En Allemagne, il y a des sujets peut-être beaucoup plus pressants, mais quelque part, le mouvement est entamé, donc les entreprises qui sont déjà positionnées sur ce créneau commandent des PI plus élevés, mais ce n'est pas forcément un engouement. C'est vrai que c'est surtout du côté outre-Atlantique. Aux États-Unis, on se pose des questions sur la bulle autour des valeurs ISR. Moi, je ferais toujours la distinction entre ce qui est SR, parce que c'est leur business model qui est nécessaire, ou alors ce qui est cher, parce que c'est dans des business... Que ça rentre dans les fonds, tout simplement parce que ça correspond aux cases ESG finalement, mais c'est pas le business model. Donc, pour un investisseur, faut-il avoir peur de la cherté des valeurs ESG ? Oui, mais il faut toujours regarder pourquoi c'est cher. Est-ce que c'est cher parce que c'est un business
du futur, ou alors c'est cher parce que c'est une valeur de la tech qui n'aura probablement rien à faire dans le fond. Merci beaucoup Carmine De Franco d'avoir partagé votre expertise avec nous sur le plateau de Smart Bourse. Je rappelle que vous êtes responsable de la recherche chez Osiam. Merci à vous également de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous dès demain à 12h, à 12h30 sur Bismart pour un nouveau numéro de Smart Bourse.